Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Stéphane Zerman. On part à Brive-la-Gaillarde retrouver un psychothérapeute. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. J'aime me promener dans le monde, mais j'aime aussi de temps en temps aller dans les jolies villes de France. Et c'est donc à Brive-la-Gaillarde où Stéphane est installé depuis quelques temps. C'est la pandémie, je pense, Stéphane, qui t'a amené là. Bonjour. Exactement, Gauthier, bonjour. Oui, ça a été un moment de décision importante. On n'en a pas beaucoup dans la vie, mais il faut dire que cette pandémie a aidé pas mal de monde, je crois, à revoir leur copie sur est-ce que la ville est plus intéressante que la campagne. Et moi, j'ai fait le pari que la campagne était plus intéressante que la ville. Après 60 ans passés dans une ville, c'est génial, la campagne. On va parler pas mal de psychologie dans ce podcast. Selon toi, est-ce que la pandémie aura marqué un virage globalement dans le monde auprès des gens ? Je pense que cette pandémie a rebattu les cartes. En fait, on n'est plus tout à fait dans le même monde aujourd'hui. Je parle même pas du télétravail, de nouvelles activités, mais c'est surtout que ça a aidé les gens à un moment d'arrogance un petit peu de leur vie, peut-être à se poser même des questions plus existentielles. Qu'est-ce qu'on pense de cette vie-là, puisqu'on a eu ce temps pour y réfléchir. Et je crois que beaucoup de gens ont fait le pari d'une vie un peu différente et d'être opportuniste. Voilà. Et je trouve que c'est génial. C'est génial de vivre différemment. On échange aujourd'hui dans le cadre du partenariat avec Expat Pro et on va parler de ta relation avec des expats en solo ou en couple dans un instant. Mais on aime dans le podcast de la radio des Français dans le monde revenir sur le parcours de l'invité. Toi, tu es originaire de Paris. Au début, c'est la musique qui va te botter le plus. Tu montes un petit groupe et puis tu vas faire des premières parties. En l'occurrence, tu vas côtoyer dans les années 80 les Rita Mitsuko, les Innocents, bosser dans le studio de téléphone. Malheureusement, le groupe ne va pas décoller. Ça, c'est la dure loi de la musique. Eh oui. Mais en même temps, c'est des belles rencontres. C'est ça qui est intéressant. La vie, ce qui est le plus important, c'est pas tellement de cette réussite, c'est le parcours. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas l'objectif, c'est le parcours. Et ça, c'est des bons souvenirs pour toi aujourd'hui. Ouais, absolument. Et toujours. C'est toujours vrai. Et je fais toujours de la musique d'ailleurs. Alors tu vas aussi être photographe et puis tu vas débuter des études d'infirmier. Ça va te rapprocher du monde médical jusqu'à ce que tu décides de reprendre tes études de psychologie à Paris 8 et philosophie. Tu vas en même temps faire tes études et travailler à l'assistance publique. Là, ça a été riche de rencontres pour le coup. Oui, vraiment. J'avais besoin en fait de ce contact avec des personnes, cette relation d'aide. Et c'est vrai que je la trouvais pas dans ce que je pouvais avoir comme activité, comme photographe par exemple auparavant. Donc c'est vrai qu'être infirmier, c'est un magnifique métier. Et puis être psychologue par la suite, c'est bien. C'est bien de travailler, d'aider les gens. J'aime beaucoup. Tu es à Brive-la-Gaillarde, mais tu aurais pu être au moment de cette interview à Saigon. L'amour a failli te porter jusqu'au Vietnam, mais finalement ça s'est pas fait. Pas de regret de ne pas avoir vécu la vie d'expat ? Si, un petit peu. J'ai un peu ce regret, mais ce qui me rend le plus heureux, c'est de vivre avec la femme que j'aime. Donc, c'est aussi encore une fois, je reviens beaucoup au parcours et aux rencontres, et c'est les rencontres qui façonnent un petit peu la vie qu'on va avoir, et l'endroit est au bon endroit avec la bonne personne. Il se trouve que c'est aujourd'hui là où je suis, à côté de Brive. Eh ben très bien, tu vois, ça vient de t'économiser un cadeau de Saint-Valentin puisque tu n'auras qu'à faire écouter le podcast à madame pour qu'elle sache. Alors, en face de ton cabinet, quand tu es sur Paris, il y a l'OCDE qui fait que tu vas pas mal travailler avec des expats et c'est finalement un peu une spécialisation aujourd'hui dans ton métier de psychothérapeute. Là, c'est l'occasion qui fait le larron. Exactement, ça a été vraiment le petit plus du lieu où j'étais. J'étais exactement en face de l'OCDE et donc je n'ai fait que voir des gens qui partaient ou qui revenaient d'expatriation et avec lesquels je pouvais travailler à distance. Alors dans ton parcours, on va parler de ce travail que tu fais avec les expats, mais globalement ton travail est d'être présent lorsque quelqu'un rencontre un gros stress, des troubles anxieux. Tu as notamment participé à la création de la cellule médico-psychologique du SAMU, notamment après les attentats de Paris. Oui, ça a été malheureusement, c'est une époque très difficile, mais en même temps très riche. Là aussi en rencontres et en expérience avec des gens qui étaient déstructurés et qu'il a fallu accompagner.
et d'où une formation aussi en hypnothérapie, parce que l'hypnose est quand même un outil très intéressant pour ranger, je dirais, des événements traumatiques et continuer à vivre, je dirais, quasiment normalement. Cette cellule, tu interviens quelques heures, quelques minutes après un attentat, par exemple. Comment tu trouves, comment tu rencontres les personnes qui ont vécu ce choc terrible? Quelle est la démarche, on va dire, dans les premières minutes, lorsque la personne a été aussi secouée? Le plus important, c'est ce qu'on appelle les techniques de débriefing, c'est de remettre la personne dans un cadre de réalité. C'est face à quelque chose qui était imprévisible, totalement imprévisible, c'est de lui redonner une cohérence, un sens à ce qui vient de se passer. Alors, c'est sûr que dans les minutes qui suivent, c'est pas un sens qu'on va trouver, mais c'est surtout je dirais, de rassurer, de repositionner dans le présent et de redonner une perspective. C'est un accompagnement qui est très important et il y a l'entretien, je dirais, en individuel, mais il y a aussi le fait d'être à plusieurs et de se rendre compte qu'on a tous vécu un peu la même chose. Ça aide aussi à revenir dans un présent plus consistant et non pas s'échapper, je dirais. Alors c'était un peu ma question, est-ce que lorsqu'on vit un événement aussi terrible qu'un attentat, ce choc post-traumatique, c'est quoi l'effet sur le corps finalement? C'est une protection du corps? C'est surtout le sentiment qu'on peut mourir. C'est déjà ça, numéro 1, c'est qu'on pense que notre vie va s'arrêter là. Et votre corps, oui, c'est vrai, tu as raison, vient en protection. Il y a beaucoup de somatisations qui se mettent en place. Par exemple, il y a l'effet de sidération. On peut voir 80% des personnes en situation d'attentat qui dysfonctionnent complètement. C'est l'effet de sidération et pour vaincre cette sidération qui est un mécanisme psychologique, bien sûr, de défense, ces techniques de débriefing aident la personne à sortir de cette sidération et à revenir dans dans son enveloppe d'une manière plus incarnée, voilà, dans sa réalité. C'est quoi le sentiment quand on est sidéré? Techniquement, le corps fait quoi? On est déconnecté du réel? Oui, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe comme un spectateur, on n'est plus du tout acteur, on n'est plus dans la réalité. On est par exemple sur un quai à Port-Royal, je me souviens de ça, il y a encore beaucoup de fumée, il y a la rame qui a pris feu et vous avez des gens qui sont sur un quai hagards, qui bougent pas, qui regardent. Le visage qui est pas toujours très beau à voir, mais voilà, c'est des réactions de sidération et il faut absolument très vite accompagner ces gens-là pour qu'ils atterrissent le plus vite possible, bien entendu. Récemment, par exemple, en Angleterre, une attaque au couteau a fait que tu as accompagné des Français expatriés. Et là, tu le fais à distance. Le travail à distance, même dans cette situation-là, fonctionne bien? Absolument. Déjà, il y a l'expérience. On va dire il y a 25 ans d'expérience derrière ça, de techniques de débriefing. Mais il y a aussi des outils. Des outils comme l'hypnose, encore une fois même à distance, puisque moi je fais l'hypnose ericksonienne, qui est l'hypnose aussi conversationnelle, telle qu'on est là en train de se parler. On peut faire passer beaucoup d'autres idées, d'autres images, des métaphores, qui permettent à la personne qui a vécu un événement traumatique de revenir à la réalité et d'être plus à distance de ce qui l'a terrorisé, comme cette attaque au couteau récente. Et lorsqu'on parle de ton travail avec les expats dans le monde entier, tu as, en préparant cette interview, dit le mot isolement. C'est peut-être ce qui te marque le plus chez ceux qui vivent la mobilité internationale, le fait de se retrouver parfois complètement seul. Oui, c'est tout à fait juste, Gauthier. Je crois que les gens ne mesurent pas en expatriation l'idée d'être coupé. Les résonances possibles en cas de problème, d'être coupé de leur milieu habituel, de ce milieu ambiant, c'est que à distance, appeler un bon ami, c'est pas tout à fait la même chose que le voir en face à face lorsqu'il y a un problème. Et j'ai beaucoup de personnes effectivement qui sont confrontées à cet isolement, mais à cette solitude aussi face à des problématiques, qu'elles soient de couple, puisque c'est une de mes autres spécialités, de couple ou tout simplement, je pense à la naissance d'un enfant, par exemple, un baby blues, un postpartum peut être un événement beaucoup plus difficile à gérer en expatriation que dans sa ville natale. Tu me dis que c'est peu anticipé. Est-ce que ça s'anticipe? Est-ce que les auditeurs qui vont vivre la mobilité internationale peuvent, avant qu'elle ne démarre, anticiper le terrain?
Je pense qu'on connaît toujours des gens qui sont partis en expatriation autour de nous, c'est très souvent. Il y a une littérature qui existe par rapport à ça. Enfin, il y a je vais même pas parler d'Internet, mais il y a beaucoup de choses, de recherches qui ont été menées, qui mettent en avant ce point. Et je crois que c'est, avant de partir, ça serait bien quand même de prendre conscience de cet aspect qui souvent est celui qui bloque le plus. Une problématique dans un couple, par exemple en expatriation, peut conduire à des problèmes bien plus importants que lorsqu'on est dans sa ville natale, où on peut faire appel à des gens qu'on connaît, en parler, avoir du soutien. Le soutien, voilà, est quelque chose de beaucoup plus difficile quand même en expatriation. Alors tu t'appelles Stéphane Zerman, c'est ce que j'ai dit dans l'intro de ce podcast, mais ça s'écrit S-Z-E-R-M-A-N. Je le dis parce que tu écris des livres aussi, tu as plusieurs livres à ton actif. Ouais, une dizaine. Ça fait une vingtaine d'années que j'écris des ouvrages, oui, de développement personnel globalement, et sur la résilience aussi. Et on peut se donner rendez-vous le 3 décembre prochain pour un webinaire organisé par les équipes de Expat Pro, que je salue au passage, parce que les filles écoutent tous nos podcasts, donc j'embrasse Catherine et Cécile. Les 7 clés pour un couple heureux et durable en expatriation, ce sera le thème de ce webinaire. Exactement. Alors, c'est surtout à travers une méthode qui est celle de John Gottman, qui est un psychologue renommé, qui pendant une quarantaine d'années a observé des milliers de couples, et il en a déduit, je dirais, toute une méthode pour élaborer des principes simples et concrets qui permettent, je dirais, de mieux écouter, de se comprendre et de respecter l'autre, ainsi d'éviter ces fameux conflits qui empoisonnent la vie des couples. Il y a pas de couple sans conflit. Stéphane, je vais terminer cette interview en te posant une question. C'est incroyable les hasards de la vie, mais cette nuit, je suis sur la route et on est allé voir un concert très étonnant de Redcar, anciennement Christine and the Queen. On s'est dit qu'elle était un peu à l'ouest et j'ai vu que tu avais travaillé sur une exposition qui s'appelait Complètement à l'ouest. Pourquoi on dit qu'on est à l'ouest quand on est justement un peu paumé ? C'est intéressant ça. Je vais te donner mon avis. Je ne sais pas le fond, mais je dirais que l'Ouest a toujours représenté la direction. Lorsque les hommes voulaient, c'est ce qu'on dit dans les temps les plus anciens, avancer, se développer, on marchait toujours à l'Ouest sans savoir ce qu'il y avait. Donc peut-être qu'on va à l'Ouest. Dans l'idée, c'est toujours cette idée, si on dans l'expatriation, d'aller chercher quelque chose de mieux. Et je crois qu'il y a quelque chose avec ça, mais je crois qu'il y a une vertu. L'Ouest, le vrai aussi, c'est quelque chose qui fait rêver encore aujourd'hui, je crois. C'est la conquête de l'Ouest. Ouais, voilà. C'est cette conquête-là. Je crois qu'on cherche tous, et cette quête peut-être tout simplement. Eh bien, merci Stéphane. Je pense qu'on pourra se retrouver pour parler spécifiquement des chocs post-traumatiques, parce que quand on imagine un choc post-traumatique cumulé à une vie en mobilité internationale, c'est pas double dose d'anxiosité, ça ? Ouais, bien sûr. Non, tu as tout à fait raison. Encore une fois, l'isolement fait que face à un événement traumatique, nos ressources sont encore plus mises à mal si on n'a pas le soutien. Encore une fois, c'est le soutien qui est le plus important. C'est de pouvoir très vite, après une attaque par exemple, si je pense ça, très vite pouvoir raconter et qu'on puisse avoir du soutien et retrouver, je dirais, une vie quasi normale, même si on a vécu quelque chose qui est totalement dehors de la normalité. Eh ben, c'est très important le soutien. On se retrouvera donc pour en parler. Merci Stéphane et rendez-vous donc le 3 décembre prochain avec les équipes de Expat Pro. Je vous souhaite une belle journée à Brive-la-Gaillarde. Merci beaucoup Gauthier. Merci à vous. Français dans le monde.fr